Espace TV, le 22h. C'est un plaisir de vous retrouver au cours de cette édition d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h dont voici les titres. Le prix du sac de la farine de 50 kg ne doit pas dépasser 300 000 francs guinéens pour une période de 3 mois. C'est l'un des accords auxquels sont parvenus des cadres du ministère de l'Industrie, du Commerce et des responsables boulangers et pâtissiers de Guinée. Mais sur le terrain, la réalité est déjà tout autre. Les prix ont augmenté. Le constat de nos reporters dès le début de ce journal. Des engagements, des promesses pour établir de plus belles les relations, mais non, le mouvement syndical peine à s'unir. Le secrétaire général de l'USTG crie à l'immixtion de certains cadres dans le mouvement. Il évoque aussi un manque de volonté et de sincérité dans les démarches de la réconciliation par la Commission. Fédération guinéenne de football, la campagne pour la présidence de l'organisation a déjà commencé. C'est entre Antonio Soare et Karfala Kamara KPC. Du côté du comité exécutif de la Confédération africaine de football, c'est le colonel-major Djibrila Ima Amidou, actuel président de la Fédération nigérienne de football, qui annonce sa candidature zone UEFA. On reviendra donc sur ces grandes lignes sportives de la semaine encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Le prix du pain a augmenté dans les boutiques et kiosques dans plusieurs endroits de la capitale guinéenne. La baguette qui se vendait à 2000 francs guinéens s'achète désormais à 2500. Celle de 4000 passe à 5000 francs guinéens. Ce que déplore le président des boulangers de Guinée. Pourtant, les boulangers sont parvenus à un accord pour le maintien du prix de pain, tant que le prix de la farine ne dépasse pas 300 000 francs guinéens et ce, pendant 3 mois. Le constat de nos reporters Antoinette Dédé Onivogui et Yacouba Traoré. Devant nos caméras, Massouma exprime sa colère. Elle ne conçoit pas la montée fantaisiste des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Une miche de pain est vendue à 5 000 francs dans la capitale ce matin, selon plusieurs témoignages. Moi, j'ai acheté le pain à 5 000 francs guinéens à Tumbulia. C'est difficile. Le président n'a qu'à nous aider, sinon ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Nourrir ses enfants et acheter rien que le petit déjeuner à 5 000 francs, c'est cher. Il y a quelques mois, un arrêté ministériel abrogeait toute augmentation sur le prix du pain. Mais malheureusement, cette décision n'a pas été appliquée comme nous l'explique le président de l'association des boulangers de Guinée. Lorsque le ministre est revenu sur l'ancien prix, nous les boulangers, on n'a pas bougé. Les 2000 francs et les 4000 francs qu'on a appliqués, c'est ce qu'on a continué de vendre. Donc maintenant, les fariniers, ils n'ont pas augmenté en ce moment. C'est maintenant qu'ils appliquent leur prix à 285 000 francs, le prix de en gros, à leur Ichine. Donc ça n'a rien à voir avec notre prix du pain. Donc le prix du pain ne va pas changer de 2000 à 4000 francs. Toutefois, il met en garde tout commerçant qui irait à l'encontre de cette règle. Nous, on n'a jamais autorisé à quelqu'un de revendre à 2500 ou à 5000. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre le pagaille sur un denrée comme ça. Nous, on a convenu avec le gouvernement de 2000 à 4000 francs. Celui qui vendra au-dessus de ça, si on le prend, on va le séquestrer, on va le arrêter. Parce que ça sera un sabotage. Nous, on a autorisé de revendre à 2000 francs et 4000 francs. Celui qui vendra à 5000 à 2500, si on le prend, on va le mettre en prison. Un comité de contrôle sera mis en place par l'Association nationale des boulangers de Guinée pour veiller au respect strict des prix, selon son président. L'Agence nationale de sécurité sanitaire sur plusieurs fronts pour vaincre le Covid-19 et le virus Ebola. La situation est préoccupante avec de plus en plus de nouveaux cas de Covid et c'est dans ce contexte que les cours se poursuivent dans les différents établissements d'enseignement du pays, dans les lieux publics de la capitale. Les responsables rassurent du respect des règles sanitaires. Diane Demba Koulibaly, Djibril Kabak Kamara. Nous sommes à la mosquée centrale de Dapumpa. Ici, la rigueur est de mise pour le respect des mesures barrières sanitaires contre Ebola et le coronavirus. Mohamed Touré,
troisième imam de cette mosquée, ne manque pas de le rappeler aux fidèles musulmans. Il les invite tous à respecter les règles édictées par les autorités sanitaires. Chez nous, ici à Dabompa, nous avons pris les dispositifs et actuellement, nous avons ce don de la Banque mondiale. Nous, tous les fidèles, avant que tu rentres dans la mosquée, il faut passer là-bas pour laver les mains. Ça, c'est contrôlé. Il y a les gens qui sont là. Si tu ne laves pas les mains, tu ne rentres pas. Et puis les imams aussi, c'est obligatoire qu'ils lavent les mains ici. Encore quand tu rentres à l'intérieur, les imams entre nous, il y a les désinfectants qui sont là, uniquement faits pour les imams. Un peu plus loin de là, à l'école primaire du même quartier, le directeur assure que tout est mis en place pour la protection des élèves et encadreurs. Il demande aussi l'assistance des parents d'élèves de jouer leur rôle afin d'éviter la propagation de ces maladies. On a été informé par les autorités pour qu'on puisse prendre les dispositions par rapport à ça. On a reçu les kits sanitaires, ainsi de suite. Tout récemment, nous avons reçu 2 cartons de bavettes pour les élèves. C'est pourquoi vous voyez dans la cour les kits sont installés au niveau de toutes les portes. Donc c'est ça notre problème à l'école en ce moment-là. Cette mère de famille est l'une des victimes de la maladie coronavirus. Elle exige à ses enfants le respect strict des règles barrières. Le matin, en quittant la maison, il faut que mes enfants se lavent les mains avant de venir à l'école. Arrivé à l'école ici, les enfants se lavent la main avant de rentrer en classe. Après la récréation, les enfants se lavent la main avant de rentrer en classe. On les suit attentivement pour les lavages de mains et les bavettes. À date, selon les statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Guinée compte 16 291 cas confirmés de coronavirus, dont 15 068 cas guéris et 92 décès. Les religieux, comme l'ensemble des Guinéens, ont encore en mémoire les mauvais souvenirs de la fermeture des lieux de culte occasionnés par la maladie à coronavirus. L'isolement de la Guinée pendant l'épidémie d'Ebola en 2014, d'autres souvenirs qui rappellent la nécessité de venir à bout de ces maladies. C'est dans ce cadre que le secrétariat général des affaires religieuses a regroupé des imams du pays pour les sensibiliser dans la lutte. C'est un compte rendu de Diana Bangoura et de Lamine Silla. En Guinée, les chefs religieux ne veulent pas être en marge de la riposte contre le Covid-19 et le virus d'Ebola ressurgit il y a bientôt 3 semaines au sud du pays. Avec le ministre secrétaire général aux affaires religieuses ce mercredi, ils ont beaucoup appris des modes de prévention contre ces maladies. Nous avons saisi cette occasion pour interdire tous les fidèles jusqu'à nouvel ordre et inviter les fidèles musulmans d'intensifier la sensibilisation des fidèles sur le respect. Début mars 2020, les autorités guinéennes ont été contraintes de fermer les lieux de culte pour freiner la propagation du Covid-19 avant de les rouvrir quelques mois plus tard. Cette fois-ci, les responsables religieux, pour éviter une nouvelle fermeture, envisagent plusieurs actions. En faisant du respect strict des mesures barrières dans les lieux de culte, porter les bavettes, les masques et laver les mains et respect des distanciations sociales. Au dire de ces religieux, des leçons ont été bien tirées pendant la fermeture des lieux de culte. Désormais, ils s'engagent à respecter à la lettre les mesures recommandées par les autorités. C'est les mêmes dispositions qu'on avait déjà prises avant et nous allons les rappeler. Comme monsieur le ministre secrétaire général venait de dire tout de suite, nous allons renouveler les dispositions, mettre les kits, placer les kits, les savons, l'eau, laver les mains. À date, le pays enregistre 137 cas confirmés de Covid-19, 1 décès et 35 guéris. 7 décès de la fièvre hémorragique Ebola et 497 contacts sont en cours de suivi. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire était ce mercredi dans la commune urbaine de Koya. Objectif,
constater l'effectivité des opérations de déguerpissement en cours dans la préfecture. Ibrahima Kourouma a également félicité et encouragé les autorités locales à poursuivre cette opération de récupération de tous les domaines réservés de l'État. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara. Toucher du doigt les réalités du terrain, c'est l'objectif de cette visite du ministre Kourouma dans la préfecture de Koya. De Sanoya en passant par la rentrée principale du nouveau marché jusqu'à Sambaya, les bulles désertes du ministère de l'aménagement du territoire ont tout rasé sur leur passage. Ici, tous les espaces publics sont dégagés. À la gare routière, c'est le ministre en personne qui a présidé le démarrage de l'opération de démolition d'un des espaces réservés de l'État, illégalement occupés par les citoyens. Ici, c'est l'ancien PTT que nous sommes aujourd'hui en train de récupérer. Vous savez, il faut que les gens comprennent que plus jamais ça ne sera comme par le passé. On ne permettra pas aux individus de garder les domaines de l'État et en faire leur propriété. Parce que ce qui est très grave, c'est qu'au lieu que ça serve à la population, ça serve à un groupe de personnes. À travers cette visite, le ministre de la Ville dit être déterminé à récupérer tous les domaines industriels de l'État occupés par les particuliers. C'est le sens même de sa visite à Sanoya, où plusieurs boutiques ont été démolies. Je profite pour féliciter le préfet et le directeur de l'habitat. Nous sommes venus les encourager, nous sommes venus apporter notre concours, nous sommes venus apporter notre esprit. Nous sommes venus dire que ce qui se passe, il faut qu'on le fasse dans les règles. Parce qu'une des choses que le président a souhaité, c'est que le travail se fasse honnêtement. Qu'on ne soit pas en train de brimer quelqu'un, qu'on travaille de manière à ce que personne ne soit brimé, mais aussi que personne ne soit avantagé. Les autorités locales se disent déterminées à appliquer les instructions du chef de l'État dans sa vision Conakry 2040. Nous sommes très satisfaits de l'opération. Ce n'est contre personne. C'est pour le bien-être, le cadre de vie décent des populations de ce pays. Donc on est très satisfaits. Nous remercions le président de la République. Nous remercions M. le ministre de l'Habitat pour sa visite et nous sommes déterminés à poursuivre ce travail jusqu'au bout. La particularité de cette opération dans la préfecture de Koya est la détermination des autorités à récupérer tous les domaines de l'État, notamment la zone industrielle. Au symposium de Luimbemba Souma en décembre 2020, les syndicalistes guinéens ont promis d'enterrer la hache de guerre et de donner au mouvement syndical son aura perdue dans des conflits d'ego. Mais jusque-là, aucun compromis n'a été trouvé. Pourtant, une commission de réconciliation a été mise en place pour que désormais règne la paix. Le secrétaire général de l'USTG crie à l'éviction de certains cadres dans le mouvement syndical et un manque de volonté mais aussi de sincérité dans les démarches de la réconciliation par la commission. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souma. Je voudrais que vous soyez témoins que cette guerre intestine a été, que la hache de guerre a été enterrée ici, telle que vous l'avez demandé dans vos brillantes interventions. S'il vous plaît, donnez-vous le mot. Merci. Souma, s'il vous plaît, où est le Ces jours-là, devant la dépouille de l'ancien secrétaire général de l'USTG, ils s'étaient tous engagés à mettre fin à leur querelle. Aussitôt, une commission de réconciliation a été mise en place pour trouver un compromis entre les centrales syndicales en conflit. 3 mois, nous voici à la case départ comme si rien ne s'est passé aux funérailles de Luimbemba Souma. Pour que nous puissions dépasser cette division, il faut que chacun accepte de lâcher du lest pour que nous nous retrouvions autour de la table, que nous nous parlions franchement, que la vérité soit dite. Et une fois que la vérité est dite, la réconciliation viendra d'elle-même et nous allons retrouver notre force d'antan. Cette division au sein de la classe syndicale pourrait bien s'expliquer sur d'autres plans. Le mouvement syndical est divisé. Divisé parce que des cadres véreux s'immiscent dans nos activités et s'immiscent dans les activités syndicales, font que, pour des intérêts égoïstes, nous sommes divisés.
Il s'agit de plus de 5 membres réconciliateurs conduits par Joséphine Guilaou. Pour le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, le manque de sincérité, de volonté et de vérité empêcherait également ces réconciliateurs d'atteindre leur objectif. Le véritable problème qui fait que la Commission n'y arrive pas pour le moment, c'est une question de courage, de volonté, de sincérité. Parce qu'il faut, pour réconcilier, il faut dire la vérité. Sur la question concernant la suspension des activités du SLEG d'Aboubacar Souman au sein de l'USTG, le camarade Abdoulaye Sou n'a fait aucun commentaire. Fin 2019, une quantité importante d'alumine s'était échappée de l'usine de Frigia pour se déverser sur la ville de Fria, provoquant colère et tristesse des citoyens. Les responsables de l'usine ont dû trouver une solution, mais une année après, cette poudre blanche s'abat de nouveau sur la ville, cette fois-ci avec moins d'intensité, mais déjà des citoyens rencontrés sur place se plaignent des maux de tête et de grippe. Le maire de la commune urbaine tire la sonnette d'alarme. Lamine Girassi, Mamadou Kalisso et Mohamed Alousseni Kamara signent ce reportage. Sur les toitures, les capots des véhicules, les feuillages, l'alumine est visible un peu partout à Fria. Les citoyens, confrontés au phénomène, ne savent plus où donner la tête. Quand tu te lèves le matin, tu vois la poussière. Hein? Donc, je ne sais pas comment on va dire ça. La poussière, ça m'emmerde. Ça, même à manger dehors, là, c'est pas facile. Manger et boire à l'air libre à Fria vous expose à une intoxication alimentaire. D'autant plus que la transformation de la bauxite en alumine implique des produits chimiques très dangereux pour la santé. Le maire de Fria se dit préoccupé. Dire le mot alumine, ça paraît banal. Mais quand vous pensez à la terre rouge, vous pensez à sa transformation, vous pensez aux produits qui participent. Vous avez peur, c'est des produits chimiques. Donc à force d'inhaler cela, il faut savoir qu'on est en train d'attraper des maladies. C'est un problème de santé publique. L'exposition à l'alumine provoque des infections respiratoires. Des consultations sont fréquentes à l'hôpital préfectoral de Fria. Mais d'après une source hospitalière, ils ne disposent pas de matériel nécessaire leur permettant de déterminer l'origine de ces infections. Il faut le dire clairement, le sujet est très sensible. Chacun a peur pour sa tête. Nos sources d'information déclinent notre sollicitation en cascade. Ceux qui osent s'exprimer sur le sujet réfléchissent plus d'une fois. Ça nous crée des maladies, ça nous crée le grippe. Oh, nous vivons cette situation-là de façon vraiment dure. Étant donné que régulièrement, on a le rhume. Pas seulement le rhume et des céphalées. Les employés et les communautés sont exposés à bien d'autres maladies respiratoires, selon ce pneumologue en service à Ignace Dine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des particules de silice qui se déposent au niveau des bronches et dans les poumons. C'est ce qui entraîne une maladie communément appelée la silicose. Et nous appelons particulièrement une pneumoconiose. Alors, cette silicose, c'est ce qui est responsable des maladies respiratoires quand le patient reste longtemps exposé à cette maladie. Le temps d'exposition à l'alumine est estimé à 5 ans par les scientifiques. Après, les sujets sont susceptibles de contracter des infections respiratoires chroniques dont la prise en charge est très coûteuse. Il y a d'autres possibilités que la maladie évolue vers la chronicité qui entraîne un problème d'essence gazeux au niveau des poumons et qui entraîne la diminution du taux d'oxygène dans le sang. Nous appelons plus particulièrement une hypoxémie. Donc c'est ce qui reste un peu compliqué à gérer, d'autant plus qu'on n'a pas d'oxygène liquide ici et que nous servons de juste des petits concentrateurs d'oxygène pour aider les patients à respirer. Qu'est-ce qui explique cette envolée périodique de silice sur Fria?
Tchernobyl Baldé est un technicien à Russell Frigia, un de rares qui s'exprime sur le sujet ouvertement. Selon lui, ce phénomène est lié au cycle de production de l'alumine et à la défectuosité de certains appareils. Vous savez, il y a des normes internationales pour l'alumine qu'on produit. Nous sommes à 12% inférieur à 45 microns. Donc ça, le cycle là, il arrive à 2 mois. Mais aujourd'hui, on est à plus de 3 mois. C'est-à-dire, pendant 3 mois, on est gros. Et pendant peut-être 1 mois, on a une granulométrie fine. Et c'est en ce moment qu'on a généralement des difficultés avec la poussière. Mais ça, vraiment, avec les efforts qu'il y a eu, et le problème, il est en train de trouver solution. Frigia est la première usine d'alumine d'Afrique. Elle a connu 6 ans d'arrêt. C'est en 2016 elle a repris ses activités, tant bien que mal. Il faut investir. Hein? Donc, c'est là où j'en appelle aux Russes, aux partenaires économiques, de se pencher sur la situation des fours de calcination. C'est des vieux fours. Hein? Vous imaginez l'usine qui a démarré depuis les années 60, qui a gardé les mêmes installations et qui a terriblement connu un arrêt. Donc il faut qu'ils s'investissent pour améliorer cette situation. Sinon, parallèlement à leur production, ils sont en train de tuer la population. Nous revenons avec le mouvement syndical. Cette fois, c'est le syndicat national de l'éducation qui se prononce. Ce syndicat en concertation avec les enseignants de la région de l'Abbé. L'objectif est de rappeler aux encadreurs leurs droits et devoirs dans la qualification du système éducatif guinéen. La démarche vise, selon le secrétaire du SNE, à leur expliquer la lutte syndicale qui est différente de la lutte politique. Sur place, l'initiative a eu une forte adhésion. Djibril Ba commente les images de Tcherno Sadouba. C'est un exercice fastidieux, mais il le faut, selon Pépé Balamou. Il se concerte avec les enseignants de l'Abbé. Les échanges sont axés sur l'implication réelle pour l'amélioration du système éducatif guinéen. Un effort qui peut booster la priorité du département de l'éducation. Si donc nous revendiquons les droits, nous devrons aussi par endroit nous acquitter de nos devoirs. Donc, c'est pourquoi nous avons interpellé nos camarades pour dire que le partenariat avec le gouvernement ne doit pas être un partenariat conflictuel, ça doit être un partenariat de développement et de construction. Ce ne serait que dans ce partenariat que nous pouvons avoir ce que nous voulons avoir. Le secrétaire général du SNE leur a expliqué aussi les résultats des différentes démarches menées pour satisfaire leurs préoccupations. Ce qui n'est pas anodin, Balamou les invite en d'autres termes à éviter les manipulations des politiques. Et nous leur avons également expliqué tous les acquis que nous avons obtenus et ce que nous avons permis d'avoir avec le gouvernement. Parce que depuis 2011 jusqu'à date, il y a eu plus de 200% d'augmentation des salaires. Il y a eu des primes de revalorisation, surtout la dernière, la prime d'incitation, qui aujourd'hui est la première prime la plus forte du bulletin. Puisque depuis 1958, il n'y a jamais eu une prime qui avoisine 1 300 000 francs guinéens. Dans une salle où le discours de Balamou est déjà acquis, les uns et les autres ne font qu'exprimer la satisfaction. Une chose à saluer qui a encore davantage rassuré les uns et les autres, surtout le travail qu'est en train d'abattre le SNE dans le cadre d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Le clou de la rencontre a été ponctué par des recommandations. Le SNE ne manquera pas de les soumettre aux autorités, a assuré la délégation. Il figure parmi les jeunes qui font la promotion de l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Moussa Mamikaba s'investit depuis plusieurs années dans l'aviculture à travers une ferme avicole qu'il gère avec sa famille dans la préfecture de Dubrika. Cette entreprise est devenue une réussite pour lui. Il invite les jeunes Guinéens à entreprendre, seul moyen d'épanouissement selon lui. André Mossier Milimono et Ibrahima Souri Kamara. Située à Firama, dans la préfecture de Dubrika, cette ferme avicole de plus de 2500 poules pondeuses est l'œuvre de ce jeune entrepreneur. Moussa Mamikaba, n'ayant pas pu poursuivre les études supérieures, faute de moyens, a jugé nécessaire de s'investir dans l'aviculture. Il pratique cette activité depuis plusieurs années. Au départ, je venais d'avoir le bac d'abord.
Et j'avais pour ambition de faire de hautes études. Malheureusement que ma famille ne pouvait pas payer pour moi. Donc j'ai décidé de faire un boulot de façon momentanée, le temps de pouvoir avoir un peu et essayer de me relancer dans mes études. Et comme ça, finalement, j'ai pris goût. J'ai compris que l'élevage aussi est une étude. Après la société, j'ai décidé d'entreprendre pour moi-même en fait. J'ai fait déjà 20 ans, je suis à ma 21e année. Il n'est cependant pas seul à gérer la ferme. Son épouse et ses enfants s'activent tous les jours à ses côtés pour agrandir l'entreprise. Moussa Mamikaba ne manque pas d'ambition. Nous avons une production moyenne de 72 alvéoles par jour. Donc du coup, nous faisons 80% de notre production, ce qui n'est pas mal. Et notre objectif à court terme, c'est de s'agrandir, surtout. Et dans ces mois à venir, c'est de mettre un autre effectif de 2000 encore en place, ainsi de suite. À l'horizon 2023, nous voulons atteindre vraiment les 20 000 poules. La nourriture de ces poules pondeuses est produite ici, dans cette usine que Moussa Kaba a lui-même installée à l'intérieur de la ferme. Il a dû parcourir plusieurs chemins périlleux pour en arriver là. Il exhorte les jeunes générations à se lancer dans l'entrepreneuriat, moyen selon lui de lutter aussi contre l'immigration clandestine des jeunes vers l'Europe. Pour réussir, du moins, il va falloir que vous ayez plusieurs fois échoué et finalement, en fait, à un moment donné, ça marche. Donc moi, je conseille les jeunes vraiment à entreprendre dans ce domaine de l'aviculture et dans tout autre domaine. Il faut prendre ce risque, ne pas avoir peur d'échouer. Et puis bon, voilà, un jour forcément ça va payer. Voilà. La famille Kaba souhaite accroître leur rendement et donner de l'emploi à plusieurs jeunes. La fabrication de briques en terre cuite est une activité pratiquée par certains paysans de la Guinée profonde. Et les femmes ne sont pas en marge de cette activité. C'est le cas de Mariam Siré-Diallo. Elle vit à la baie et gagne son quotidien dans ce métier. Cependant, ses collaborateurs et elle sont confrontés à d'énormes difficultés. On parle notamment du manque de matériel et d'adduction d'eau pour fabrication des briques. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba. Mariam Siré-Diallo est mère de 4 enfants. Elle n'a pas rêvé de cette activité, mais les contraintes de la vie lui ont conduit. Cela fait bientôt 10 ans depuis qu'elle travaille dans cette fabrique de briques en terre. Si je suis ngolli do, je heɓa dépense. Min modi am bunɗino e ɓi duuɓi sappo joni. C'est quand on fabrique les briques qu'on obtient à manger. Mon mari est aveugle depuis plus de 10 ans. J'ai quitté Conakry avec mes 4 enfants. On est venu ici chez ma maman. Elle a dit qu'elle ne peut pas supporter les charges. C'est en ce temps que j'ai décidé de fabriquer les briques pour trouver la dépense. Cette activité ne se passe pas sans difficulté. Mariam Siré et ses collègues éprouvent un manque criant d'eau pendant la saison sèche. Avec des outils précaires, c'est à peine qu'elles arrivent à confectionner leurs briques. J'ai acheté ce moteur pour ne pas que ma famille souffre du manque d'eau. Parce que pendant la saison sèche, quand tu verses un bidon d'eau sur la terre, quelques minutes après, ça s'assèche. Par jour, cette mère de famille gagne 25 000 francs guinéens sur chaque 100 briques, insignifiant au regard de toute l'énergie fournie et pour les nombreux besoins de sa famille. Quand on fabrique les briques, on gagne 25 à 30 000. C'est avec cette somme que je paye la dépense. S'ils ont la possibilité de nous aider, ils nous aident pour trouver une autre activité, pour mieux subvenir à mes besoins. Avec un revenu aussi faible, Mariam Siré n'a le choix que de vivre au jour le jour avec l'espoir que de bonnes volontés dans le futur puissent leur venir en aide.
La structure MACCOM a présenté la liste officielle des nominés pour la première édition des Media Awards Guinée. Ils sont 64 journalistes et techniciens, toutes catégories confondues. Les votes populaires commencent dès ce vendredi sur les plateformes dédiées à cet effet. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. La publication de la liste finale des nominés du MAG 2021 est une étape cruciale. C'est ce vendredi 5 mars que le vote populaire va démarrer. Le président du comité d'organisation, en lançant les hostilités, se montre confiant. D'abord, c'est la transparence, c'est la qualité des candidats et c'est le vote populaire avec une analyse du jury. Il reviendra au jury, puisque les documents écrits, vidéos et autres ont été reçus, d'analyser. Et si je peux vous dire que c'est un jury de 7 personnes, des femmes et des hommes compétents. Je ne veux pas, pour ne pas qu'ils soient envahis et harcelés, dire déjà leur nom, mais sachez que ce sont vraiment des compétents parmi vous. Pour la catégorie personnalité médiatique de l'année 2020, c'est StatView International qui s'est occupé du sondage. Sur une centaine de personnalités, seules 5 ont été tirées du lot. Il y a donc 5 personnalités qui se sont distinguées et dont une qui se détache nettement. Et donc c'est Lamine Girassi qui vient donc en tête. Et ensuite vous avez Moussa Moïse Silla qui vient en deuxième position. Moussa Iroba, troisième position. Fana, les 3 sont de Espace. Et vous avez Fana Souma donc de la RPG. Et puis en 5e position, Robert Sarah Koulemou qu'on appelle Roby. Le commissaire général de l'événement n'occulte pas les restrictions liées à la pandémie au coronavirus et l'épidémie d'Ebola. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ce grand rendez-vous de la presse guinéenne. Il y a au moins 4 catégories pour 15 prix. Et parmi ces prix, vous avez dû le constater, la plupart des nominés sont 5 dans chacun des prix. Et il y a même des nominés dont le nom revient à 2 reprises pour certains prix. Beaucoup se demandent est-ce que l'événement aura lieu le 27 mars avec le coronavirus. Je ne peux pour l'instant le dire parce que nous sommes en pourparlers avec les autorités. S'il nous est demandé de reporter l'événement, encore une fois, il y aura une communication dans la presse pour informer les différents candidats. La publication des résultats des Media Awards est prévue ce 27 mars. La catégorie presse écrite n'a pas eu de postulant. Plus besoin de vous déplacer pour vos transactions bancaires avec Vista Bank. Orange Money est là pour vous avec son service Accès à ma banque. Ce service permet d'effectuer des transactions rapides, sécurisées et fiables. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce jeudi au siège de Vista Bank à Kaloum. Alseni Bari, Alseni Kamara. Désormais, au lieu de se rendre dans les agences Vista Bank pour vos transactions, vous pouvez effectuer vos opérations avec votre téléphone et faire le retrait au niveau de tous les points Orange Money. Avec le service Accès à ma banque, vous pouvez débiter votre compte bancaire, alimenter votre compte Orange Money et surtout alimenter votre compte bancaire Vista Bank à travers votre compte Orange Money sans se rendre à la banque. Le client peut profiter de tous les avantages de ce service, à savoir directement à partir de son téléphone, alimenter son compte Orange Money à partir de son compte bancaire chez Vista Bank, approvisionner son compte bancaire à partir de son compte Orange Money, consultation des soldes des comptes bancaires, mini-relevé bancaire, possibilité de lier 5 comptes bancaires à leur compte Orange Money. Avec ce partenariat Vista Bank Orange Money, plus besoin de se déplacer, même dans votre chambre. Vous pouvez accéder au service Vista Bank. Mieux, votre argent est sécurisé. Ce service vous permet donc d'économiser de l'argent et du temps. Pour épargner aussi, au lieu de garder l'argent à la maison, tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent dans le sac, et ça soit être volé ou bien perdu pour n'importe quelle raison. Aujourd'hui, c'est bien sécurisé. Ces transactions peuvent s'effectuer avec n'importe quel téléphone, et cela à moindre coût. Un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le montant des transactions ne doit pas cependant dépasser 10 millions de francs guinéens selon la politique définie entre Orange et Vista Bank. Que ce soit un smartphone ou pas, parce que aussi les smartphones tout le monde en a, mais c'est que dans les zones rurales il n'y en a pas beaucoup.
mais il peut, à partir du USSD, taper le étoile 144, aller dans les services financiers accès à ma banque, il verra Vista et il fera ses opérations sans se déplacer. Et ce que nous proposons comme solution, c'est un service qui améliore l'expérience de ce client. Je pense que le coût à supporter est très minime par rapport au mode classique, les déplacements, les frais que tu supportes et le temps que tu perds. Vista Bank dispose de 17 agences en Guinée et Orange 42 000 points de vente. Ce partenariat Vista Bank Orange s'avère comme une aubaine pour ses clients. Parlons sport avant de se quitter. Dans 2 mois, la Fédération guinéenne de football tiendra son assemblée générale élective qui, d'Antonio Souaré et de Kerfala Kamara KPC, briguera la magistrature suprême du football en Guinée. Et puis le colonel-major Djibrila Ima Amidou, actuel président de la Fédération nigérienne de football, annonce sa candidature au poste de comité exécutif de la Confédération africaine de football, zone UEFOA. C'est un résumé d'Alsene Baldé et de Yacouba Traoré. Dans 2 mois, la Fédération guinéenne de football tiendra son assemblée générale élective, une élection qui s'annonce cruciale dans la course à la présidence de l'institution. 2 mécènes, qui d'Antonio Souaré ou de Kerfala Kamara KPC, briguera la magistrature suprême du football en Guinée. La question pour le moment reste entière. Il est prématuré de se prononcer sur l'élection de l'un des 2 candidats, puisqu'aucun n'a pour le moment décliné son programme de société. Pour Thierno Saïdou Diakité, le bilan du président sortant est mitigé. Globalement, il n'est pas satisfaisant. Nous avons été humiliés en 2019 lors des phases finales de la CAN disputée en Égypte. Ça, c'est une tache noire pour le football guinéen. Nous avons été disqualifiés pour les U17. On a été éliminés pour les U20 qui viennent de se dérouler il y a quelques jours en Mauritanie. Le football féminin, toutes nos équipes sont éliminées. Bon, au plan des clubs, c'est Lauréat seul qui aujourd'hui est la locomotive du football de club. Parce que là, il ne faut pas qu'on incrimine Antonio. Il y a un comité directeur. C'est le comité directeur qui est comptable de la gestion du football, de la gouvernance. À l'heure actuelle, l'AP Bangoura est le seul entraîneur local qui a une licence qui lui permet d'entraîner une équipe nationale. Que fait la direction technique nationale au plan de la formation? Le chroniqueur sportif s'exprime sur les atouts que KPC peut avoir pour marquer cette élection afin de briguer le poste de présidence de la FEGIFOOT. Même si Thierno Saïdou Diakité se pose des questions sur la capacité de Kerfala Kamara KPC à diriger cette institution. Il est ambitieux. Il veut marquer d'une empreinte indélébile son passage, si éventuellement il est élu, à la fédération. Déjà, moi je le loue. Il a repris la gestion du Afia Football Club. Maintenant, gérer un club et gérer une fédération, ça fait 2 paires de manches. Est-ce qu'il va pouvoir manager la fédération s'il est élu? C'est un point d'interrogation. Certains observateurs qui ont dit, quelqu'un qui n'est pas resté longtemps à la Ligue, que pourra-t-il faire à la fédération? Il revient au prochain comité directeur de revoir l'assise même de la Ligue professionnelle. Est-ce qu'il y a un contrat administratif entre la Ligue et la fédération? Est-ce qu'il y a un contrat financier entre la Ligue et la fédération? Voilà. Ce sont donc une problématique qui va se poser pour le prochain bureau exécutif de la fédération. Annoncé depuis un peu plus d'1 an, le stade du 4 août de Ouagadougou a été suspendu. La Confédération africaine de football a fini par mettre en application ces menaces et mises en garde. Désormais, les équipes nationales et les clubs engagés en campagne africaine, notamment Salitas Football Club, qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe CAF, devront jouer leur match à domicile dans un autre pays. Pour rappel, le ministère des Sports burkinabé avait annoncé en février 2020 le déblocage d'une dizaine de milliards de francs CFA pour la mise aux normes du stade mythique. Mais 1 an après, rien n'en a été.
NBA, pour terminer, les deux leaders de conférence étaient face à face mercredi et ce sont les Philadelphia Sixers en tête de l'Est qui ont eu le dessus à domicile face à Utah Jazz 131-123 après prolongation. Ce dernier est désormais sur une série de 2 défaites après le revers subi à la Nouvelle-Orléans 129-124 lundi. Mais il garde une avance de 4 victoires sur Phoenix dans la conférence Ouest. Et puis les Los Angeles Lakers ont subi une nouvelle défaite mercredi sur le parquet des Sacramento Kings 123-120. Lors de ces 8 derniers matchs, les Los Angeles Lakers n'a gagné qu'à 2 reprises. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt sur Espace TV.